Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Email Academy de Mailjet. Le webinaire donc dédié à l'emailing, c'est la dernière session de l'année et donc pour justement célébrer cette fin d'année et surtout anticiper la prochaine, nous vous proposons une session dédiée à la mesure et à la préparation de votre emailing pour 2026. Je suis Thomas Ajdukovic, responsable marketing France pour Cinch Mailjet. Et avec moi, j'ai le plaisir d'être accompagné de Marion Deveau. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un Black Friday qui a bien subvenu à vos besoins. Moi, du coup, c'est Marion et je suis responsable de senior de l'ingénierie. Avec nous, pour nous assister en coulisses, nous pouvons compter sur Lara et Daniela qui répondront à vos questions dans le chat. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet spécifiquement dédié à cet endroit, donc l'onglet questions. Vous pourrez les poser ici. Surtout, vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et nous pourrons y répondre dans la phase de questions-réponses qui aura lieu évidemment à la fin du webinaire. En outre, on le rappelle dès maintenant, mais le webinaire est enregistré, donc vous recevrez l'enregistrement une fois qu'il sera disponible à la fin de la session. Enfin, pour toutes les questions logistiques, nous avons la chance d'être accompagnés à nouveau de Laura et de Thomas en Allemagne et aux États-Unis. Donc, un webinaire international, une fois encore. Mais rentrons dans le vif du sujet. Donc, au programme aujourd'hui, 4 points essentiels pour mieux utiliser vos données de 2025 afin de préparer 2026. Donc, on va passer par la définition d'objectifs d'emailing pour 2026, la définition d'indicateurs de performance clés pour mesurer ces objectifs, évidemment, la croissance de votre stratégie d'emailing qui va accompagner la croissance de votre entreprise, et enfin, une stratégie, des idées pour mettre en place une stratégie d'emailing efficace dès le premier trimestre 2026 pour des emails toujours plus performants. Donc, c'est parti pour cette première question, pour ce premier point sur les objectifs. Et nous avons une question pour vous pour commencer, à savoir, avez-vous atteint vos objectifs d'emailing pour 2025? Donc, je vais ouvrir le sondage. Vous allez pouvoir voter via l'onglet qui vient d'apparaître en haut dans la colonne de chat. Si on vous pose cette question, c'est évidemment déjà d'une part pour savoir si vous avez planifié des objectifs d'emailing pour 2025. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Certaines entreprises se lancent dans l'emailing sans trop savoir pourquoi, outre l'idée éventuellement de répandre, de diffuser leur image de marque. Donc déjà, c'est pour déterminer ceci. D'autre part, c'est parce que le Black Friday vient de se passer, mais Noël n'est pas encore arrivé. Donc, il y a encore de la marge pour atteindre vos objectifs, évidemment. Donc ça, c'est presque 50-50 pour l'instant. On va laisser quelques secondes supplémentaires le sondage pour les quelques éventuels retardataires afin qu'ils puissent voter. Tu penses qu'on a atteint nos objectifs, nous, Thomas? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? C'est une excellente question. Et comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc c'est pas moi qui suis responsable de l'emailing. Mais non, globalement, oui, on a atteint nos objectifs, ne serait-ce que parce que, notamment, vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous rejoindre lors de l'Email Academy, donc c'est plutôt un signe positif. Je vais fermer le sondage et partager les résultats. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur un split 50-50. Donc, on croise très fort les doigts pour que vous puissiez atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année. Mais si comme Damien, vous n'aviez pas d'objectif fixé ou si vous n'y arrivez pas d'ici le 31, c'est pas un souci parce que justement, on est là pour vous aider à planifier tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 2025 a connu, encore une fois, son lot de changements, d'évolution dans le monde de l'emailing, à commencer par de nouvelles règles imposées par les fournisseurs d'accès et les messageries et les webmails, donc des conditions toujours plus strictes. Ça avait été amorcé en 2024, évidemment, avec Yahoo et Gmail qui imposaient
les protocoles SPF, DKIM et DMARC à tous ce qu'ils estiment être des expéditeurs d'emails en masse, à savoir les personnes ou entités qui envoient plus de 2500 emails par semaine, il me semble. D'autres fournisseurs d'accès et messagerie ont emboîté le pas. On a eu Outlook fin 2024. Et là, dans le courant de l'année, on a eu La Poste, par exemple, en France, qui, à son tour, a mis en place des conditions similaires. D'autre part, et c'est la deuxième capture en dessous que j'ai emprunté à nos amis de chez Bad Thunder, c'est l'explosion des robots de clic et des robots d'ouverture, notamment sur des applications comme Apple Mail. Donc, on va rappeler en quoi ça consiste. Les robots d'ouverture et de clic vont automatiquement ouvrir les emails et cliquer sur tout ce qui est cliquable dans l'email pour s'assurer qu'il n'y a pas de lien frauduleux ou de logiciels malveillants intégrés dedans. C'est très bien côté destinataire parce que ça vous garantit que l'email est sûr. Par contre, côté expéditeur, c'est un peu plus compliqué parce que ça va créer des faux positifs. Donc là, si vous regardez bien, vous voyez des taux d'ouverture de 100%, des taux de clic de 100%. Ça n'arrive pas. Hein. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe et donc ça fausse un petit peu la lecture qu'on peut avoir de la réussite ou non de votre emailing. D'autre part, en 2025, on a aussi vu l'essor de l'IA dans la boîte de réception. On a aussi vu l'essor de l'IA côté expéditeur, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En boîte de réception, ça se traduit par des outils comme Copilot, qui est proposé par Outlook notamment, où l'IA va synthétiser le contenu de l'email, va vous le digérer, vous allez pouvoir en comprendre les grandes lignes sans avoir forcément à l'ouvrir. Et donc, ce que ça veut dire côté expéditeur, c'est que vous allez potentiellement perdre des ouvertures, même si le taux d'ouverture peut être faussé. Ça va vous faire perdre des ouvertures, ça va aussi vous faire perdre des opportunités. Donc, c'est pour ça que plus que jamais en 2026, il va falloir que vos messages soient précis, avec des offres impactantes qui parlent à votre public. Et donc, ça va impliquer davantage de segmentation, de personnalisation, d'automatisation, beaucoup de mots anciens que Marion va développer dans les prochaines minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que vous déterminiez vos objectifs pour l'année prochaine en vous basant sur vos données. On l'a dit, le taux d'ouverture n'est plus un indicateur clé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus le laisser tomber, ça veut dire qu'il faut le prendre avec des pincettes et surtout se focaliser sur d'autres statistiques, notamment le taux de clic. Même si on a le problème des robots de clic, le taux de clic reste fiable dans la mesure où justement les clics générés par des robots de clic génèrent des sessions qui durent généralement moins d'une seconde. Donc, vous pouvez faire le tri assez facilement et vous concentrer sur les clics qui comptent, ceux qui entraînent un parcours plus long sur votre site ou sur vos pages. Donc ça va être un des indicateurs sur lesquels il va falloir vous concentrer. Un autre indicateur qui peut vous permettre de déterminer vos objectifs, ça va être les échanges avec les destinataires. Et par échange, ce qu'on entend, c'est littéralement des discussions par mail. On est contre. On n'est pas pour le no reply. On l'a répété dans plusieurs articles de blog déjà, parce que d'une part, ça bloque la conversation potentielle que vous pourriez avoir avec vos destinataires, et parce que le no reply, ça envoie des signaux qui peuvent être négatifs côté messagerie. En poussant à l'échange dans vos newsletters, en réponse de newsletters par exemple, vous montrez justement que vous êtes ouvert au dialogue à vos clients, à vos prospects, à vos contacts. Vous montrez aussi aux messageries que vous êtes un expéditeur légitime qui se soucie de cet échange. Donc, c'est bon pour votre délivrabilité, c'est bon pour votre emailing en général. Enfin, concentrez-vous évidemment sur le nerf de la guerre, donc les conversions, les achats répétés, les rétentions à long terme, ce qui est très concret pour vous puisque ça se traduit en chiffre d'affaires. Donc, la connexion envoi d'emailing, augmentation du chiffre d'affaires peut être visible dans votre CRM et ça va être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer et avoir des résultats très concrets. C'est pour ça que j'ai mis ce petit diagramme en dessous qui symbolise pour moi la mise en place d'un emailing optimisé. Vous partez d'une idée clé que vous allez transformer en campagne en faisant des offres spécifiques, en vous concentrant sur un événement, etc.
Cette campagne va générer des résultats qui vont être positifs parfois, mais aussi négatifs. À partir de là, vous allez tirer des conclusions, optimiser votre envoi, et donc de là va émerger une nouvelle idée. Donc, c'est un cycle constant. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises ici, dans nos articles de blog, dans nos différentes interventions sur événements, si vous nous avez déjà vus. Mais oui, l'emailing, c'est un travail au long cours, et donc un constant renouvellement, mais encore plus, justement, l'année prochaine. Dernier point de mon côté, après quoi je vais laisser la parole un petit peu à Marion sur les objectifs. Il va falloir que vous vous concentriez davantage sur des données autres que le taux d'ouverture. Analysez les campagnes que vous avez pu envoyer à minima lors des 6 derniers mois. Évidemment, le mieux, c'est plus vous avez d'historicité sur vos campagnes, mieux ça sera. Mais donc, analysez les campagnes des 6 derniers mois à minima pour voir ce qui a fonctionné. Quelles sont les campagnes, les emails qui ont fonctionné, quels sont ceux qui ont généré du chiffre d'affaires. Par exemple, parmi les emails que vous avez pu envoyer avant le Black Friday, quel est celui qui a généré le plus de clics, le plus de trafic vers votre site? Là, à partir de là, vous allez pouvoir tirer des idées et donc déterminer des objectifs pour 2026. Idem sur si vous organisez des événements, l'augmentation d'inscriptions, ce genre de choses. Regardez aussi donc attendez la fin de l'année à proprement parler. C'est pour ça que la préparation des objectifs de 2026 se fait généralement début 2026 plutôt que fin 2025, même si vous pouvez anticiper tout ça. Observez ce qu'il se passe au moment des fêtes de fin d'année, donc Saint-Nicolas, Hanouka, Noël, fêtes de fin d'année, Nouvel An, Épiphanie, même si vous ciblez le marché hispanophone par exemple. Toutes ces données vont être essentielles pour construire votre stratégie pour les 12 prochains mois. Évidemment, il y a beaucoup de saisonnalité dedans. On n'envoie pas des emails de Black Friday ou de Noël toutes les semaines, mais vous allez pouvoir faire émerger des idées, des concepts qui ont pu fonctionner davantage en ces périodes justement très chargées, et les réutiliser, les recycler derrière dans vos emailing. C'est pour ça qu'on passe donc au deuxième point sur les performances, où on doit mettre fin justement à la campagne unique. C'est une solution de facilité, je l'entends, d'avoir un format de campagne qu'on envoie quand on a besoin d'envoyer des emails. Mais donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce que veulent les destinataires, c'est du sur-mesure, parce qu'ils sont surdemandés. Enfin, il y a beaucoup, ils sont sursollicités par les marques, non seulement dans leur boîte de réception, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, etc. Khadija, qu'est-ce que vous demandez? Arrivez-vous à accéder au webinaire? Si la question c'est de savoir si ça sera disponible après, oui, vous recevrez un enregistrement en fin de session. Donc pour revenir donc au sur-mesure, les destinataires sont sursollicités, c'est pour ça qu'il faut des messages extrêmement ciblés qui les concernent directement, qu'ils se sentent impliqués. Pour savoir qui s'est engagé, vous avez évidemment vos statistiques d'emailing, qui a ouvert, qui a cliqué, qui s'est éventuellement désabonné. C'est aussi une statistique d'engagement finalement. Vous avez également toutes les données que vous pouvez récupérer dans votre CRM. Donc à commencer par les données démographiques. Est-ce qu'il y a un segment spécifique de la population qui a plus répondu positivement à vos emails ou non? Est-ce que ça peut être une tranche d'âge? Est-ce que ça peut être des personnes par genre? Est-ce que c'est des gens qui sont basés dans telle ou telle ville? Idem sur les analyses comportementales, où là, on va davantage se pencher sur le parcours d'achat, le parcours client. Donc, qu'est-ce que font les gens une fois qu'ils ont cliqué dans votre email sur votre site? Est-ce qu'ils restent sur une page produit, ou est-ce qu'ils vont au contraire naviguer vers d'autres services, d'autres fonctionnalités? Également, essayez de regarder en négatif. Vous savez quels segments ont répondu positivement à vos emails, mais est-ce que vous savez qui n'a pas ouvert, qui n'a pas cliqué vos emails? Ça, c'est vraiment un point clé à retenir, parce que cette donnée en négatif, c'est autant de cibles que vous n'atteignez pas potentiellement, et donc autant de conversions que vous pouvez rater. Donc, essayez d'envisager aussi
cette vision à l'inverse, on va dire, sans mettre de côté les données positives, évidemment, mais essayer de récupérer ces X% de personnes qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas cliqué, et essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas ouvert ni cliqué. C'est pour ça que vous pouvez aussi, par exemple, envoyer des campagnes de réengagement. Là, fin janvier, vont commencer les soldes d'hiver. C'est un bon moment, justement, pour envoyer un mail aux personnes qui n'ont pas ouvert et cliqué dans vos emails depuis au moins 3 mois, pour leur proposer des messages du type vous nous manquez, à l'occasion des soldes d'hiver, nous vous proposons moins X% sur telle ou telle offre, et voir en fonction si ces personnes réagissent ou non. S'il n'y a pas de réaction, peut-être que le mieux pour vous, c'est tout simplement de les supprimer de votre base de contact. Comme ça, vous maintenez des taux d'engagement élevés et vous envoyez moins d'emails, donc ça vous revient un petit peu moins cher. Et donc, avant de passer la parole à Marion, qui va faire un point un peu plus précis sur tout ce qui est statistique, je réponds à la question de Thibaut. Il y a les bons niveaux de performance à atteindre, ça dépend vraiment de votre activité. Le taux, alors ça c'est vraiment des chiffres de l'Alliance digitale au niveau national, mais le taux d'ouverture moyen en France est de 18%. Donc ça vaut ce que ça vaut comme données, mais ça peut vous servir de mesure, d'échelle justement par rapport à vos propres performances. Derrière, c'est à vous de déterminer en fonction de votre historique d'envoi, évidemment. C'est en général, donc c'est B2B et B2C, tout confondu, Marion. Et donc, à vous d'évaluer après en fonction de votre historique d'engagement et de voir, de comparer les différentes campagnes entre elles. Vous pouvez évidemment vous fixer des objectifs élevés, mais il faut commencer à partir du réel. Et donc, je vais passer la parole à Marion, donc, qui va expliquer les statistiques davantage. Exactement. Du coup, sur les statistiques, on va avoir, avec l'outil Mailjet, évidemment, une page de statistiques sur la globalité de vos campagnes. Mais je ne vais pas parler de cette page-là. Je vais parler vraiment des campagnes, des statistiques des campagnes. Donc là, par exemple, je vous ai mis un petit exemple d'une campagne qu'on a envoyée. Donc, on va avoir plusieurs onglets, dont l'onglet aperçu, où là, vous allez avoir toutes les données principales, on va dire, de votre campagne. Donc, Marion, apparemment, les gens ne t'entendent pas. Ah bon? Ah, certaines personnes ne t'entendent pas. Aux personnes qui n'entendent pas, je vous propose de rafraîchir la page. Normalement, ça devrait refonctionner. C'est un problème qui est connu, d'accord. Ok. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Pas de souci. Donc oui, du coup, je disais que là, on va avoir sur la page d'aperçu vraiment un tour d'horizon des statistiques principales. Vous avez votre taux d'ouverture, votre taux de clic. Vous allez aussi avoir le petit encart sur la gauche avec tous les emails qui peuvent avoir des problèmes. Donc ça peut être un email qui est bloqué, un email qui est en rebond. Voilà, vous allez vraiment avoir toutes les données qui vont être importantes pour votre campagne en tant que telle. J'ai ouvert en dessous le petit encart des indicateurs complémentaires, notamment pour rebondir sur ce que Thomas disait tout à l'heure par rapport au bot click. Alors, manque de peau, mon exemple, il est tout moche parce que moi, j'en ai 0, mais en même temps, j'ai envoyé ça en très peu de temps. Normalement, voilà, si vous pouvez voir ici le nombre de clics ou de open qui ont été faits par des bots, on a des algorithmes qui testent ça. C'est aussi pour ça, je rejoins aussi, on met à jour régulièrement cet algorithme. C'est un petit peu un combat avec justement les webmails qui, eux, essayent de toujours permettre à leurs bots de cliquer. Et nous, on essaye d'avoir pour vous la meilleure statistique possible. Donc voilà, faut prendre vraiment ces statistiques-là avec des pincettes, puisque du coup, les bots ont été mis à jour et sont régulièrement mis à jour de notre côté. Donc voilà, le taux d'ouverture, comme disait Thomas, n'est plus une source ultra fiable, même si elle reste quand même un bon indicateur. Le clic est plus facile à traquer, même si c'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, ça vous donne toujours une idée globale de ce qui se passe sur votre campagne. Et ensuite, nous avons aussi sur la même page, donc on a scrollé, nous avons les principaux liens qui ont été cliqués. Avec des données, donc le nombre de fois que ça a été cliqué et le nombre unique et total, pardon.
Et nous avons aussi, pareil, mon exemple est tout pourri, je suis désolée, il y a écrit que inconnu, j'avais pas vu ça avant. Nous avons aussi quel webmail, quel webmail les utilisateurs ont avec, oh, je vais y arriver. Avec quel webmail les utilisateurs ont ouvert leur email. Désolée. Donc là, bon, mon exemple est tout moche, mais vous pourriez avoir du Gmail, du Microsoft, vous pourriez avoir voilà divers webmails qui sont utilisés par la population. Que je trouve le petit bouton pour changer de slide. Ensuite, le second onglet concerne en fait les échecs d'envoi. Donc là, vous allez avoir par catégorie. Donc la première, on a bloqué, par exemple, c'est ce que je vous montre. Vous allez avoir chaque email et la raison du blocage avec la date du blocage. Et vous aurez toutes ces informations-là pour chaque type d'échec que du coup Mailjet aura rencontré lors des envois des emails. On va aussi avoir la possibilité, du coup, sur cette page, d'affiner nos listes de contacts, puisqu'on va pouvoir gérer les contacts qui sont dans une catégorie. Par exemple, si je reprends mon exemple de bloquer, je peux très bien les exclure de ma contact list, ce qui permettra de faire du tri déjà dans mes contacts, et lors du prochain envoi avec cette contact list, d'exclure déjà les adresses email qui posent problème. Ça vous permettra d'avoir encore une fois un meilleur engagement de votre liste et une meilleure réputation. Si l'on continue dans les onglets, on va avoir l'onglet activité qui est le pan de l'échec d'envoi, mais pour tout ce qui s'est bien passé. Donc là, on va avoir justement les emails qui vont être délivrés, qui vont être ouverts, qui vont être cliqués. Vous avez un petit indicateur de couleur. Donc le gris, c'est pour la livraison, c'est mieux. Et ensuite, vous allez avoir le vert clair qui est pour les open et le foncé qui va être pour les clics. Et du coup, pareil, vous pourrez suivre ici l'avancement utilisateur par utilisateur de votre campagne. Donc, quand on envoie des millions d'emails, c'est un peu compliqué de suivre, mais voilà, on a une barre de recherche qui vous permet, si jamais vous voulez voir un utilisateur spécifique de votre liste de contacts, on a tout un outil aussi pour télécharger la liste si vous avez besoin derrière d'envoyer ça quelque part. C'est disponible. On a ensuite dans les liens la possibilité de voir, donc c'est comme l'aperçu, hein, mais du coup d'une autre manière, mais la possibilité de voir les liens qui ont été les plus cliqués et où ils se trouvent dans votre email. Donc du coup, vous allez avoir un petit encart là à gauche qui va vous montrer le pourcentage de clics sur tel ou tel lien. Et vous pouvez aussi directement dans l'email faire afficher la donnée sur un lien spécifique. Sachant que du coup, si vous sélectionnez un lien, il va directement s'afficher dans le petit encart de gauche. On va directement avoir un lien entre ces deux fenêtres-là. Je n'ai pas montré le dernier onglet qui est exactement la même vue au final que ce qu'on a dans l'aperçu, donc sur les webmails, vous savez, là où j'avais laissé que l'inconnu. Donc vous allez avoir vraiment une vue avec un plus gros graphe, ce qui vous permettra de voir d'une manière un peu plus différente, mais on voit les mêmes infos, donc j'ai pas souhaité mettre de capture d'écran. Mais on va passer à la croissance et on va repasser sur deux thèmes que Thomas a déjà évoqués tout à l'heure, qui sont la segmentation et la personnalisation de vos emails. C'est deux outils importants pour délivrer le meilleur message à votre audience. La segmentation, du coup, je vais revenir sur le terme, même si je pense que certains d'entre vous le connaissent, hein, mais la segmentation, elle va vous permettre en fait de filtrer dynamiquement votre audience et du coup d'envoyer un contenu qui va être directement pertinent aux personnes qui vont être les plus intéressées. Et du coup, un segment, en fait, ça va être une partie de l'audience qu'on va avoir triée sur un ou plusieurs critères. Du coup, on va avoir des segmentations sur, comme je disais, plusieurs critères qui peuvent être des données d'emailing. Ça va être, par exemple, il a cliqué ou il n'a pas cliqué pendant les 30 derniers jours. Ça peut être comportemental ou démographique, c'est-à-dire, du coup, ça va être sur les propriétés de contact. Donc, vous allez dire que vous allez trier sur une personne qui a plus de 18 ans, qui aime le bleu, qui aime les chats, comme moi.
Et du coup, sur des comportements, du coup, ça va être, il a souscrit à une liste, il va avoir, oui, c'est ça, il a souscrit à une liste. Je sais pas pourquoi j'en cherche d'autres en vrai. Mais du coup, voilà, on va avoir plusieurs catégories pour pouvoir segmenter. Et ça va notamment vous permettre aussi de réengager votre audience, comme le disait Thomas, puisque vous pouvez sélectionner des personnes qui n'ont pas cliqué sur les 3 derniers mails envoyés, par exemple. Ce sera un segment et vous pourrez refaire une campagne directement avec ça. Ensuite, la personnalisation, c'est un deuxième point. Comme on le disait, maintenant, on est happé par toutes ces envois d'emails, les réseaux sociaux, etc. Donc la personnalisation va permettre vraiment de toucher la personne directement. On va avoir les propriétés de contact. Vous avez différentes façons de gérer les propriétés de contact. Vous pouvez faire des chaînes de caractères, ça va être assez générique, la langue de l'utilisateur, son pays. Ça peut être aussi une date, sa date d'anniversaire, sa date d'engagement. Ça peut être un nombre entier ou un nombre décimal. Donc, on va parler de l'âge, la taille d'une personne. Ça peut servir aussi. Ou alors, simplement la réponse à une question avec un booléen où, du coup, on aura comme réponse vrai ou faux. Alors, j'avoue, j'ai pas d'exemple en tête. Donc voilà pour les propriétés de contact. Ça va vous permettre vraiment de faire des segments le plus près et le plus fin possible. On va aussi avoir une personnalisation du contenu en termes de section dans votre email. Vous pouvez très bien dire cette section-là apparaîtra pour les personnes qui aiment le bleu et celle-là apparaîtra pour les personnes qui aiment le vert. Et du coup, ça touchera encore plus vos utilisateurs directement à la réception. Et ensuite, le dernier point, qui n'est pas de la personnalisation de votre audience à proprement parler, mais plus une personnalisation de l'endroit où vous allez l'envoyer. Donc, chez Keb Webmail, avec quel appareil, nous avons la possibilité de prévisualiser les mails sur différents écrans. Donc, une fois que vous avez créé votre email, que vous êtes prêt à l'envoyer, vous pouvez tester le rendu qu'il aura sur un iPhone 15 ou sur Outlook. Et cela vous permettra aussi de personnaliser puisque vous vous rendrez compte des potentiels problèmes que peuvent avoir vos utilisateurs à lire vos emails. Et du coup, voilà, ça fait pas partie de la personnalisation de votre audience, mais ça fait partie de la personnalisation de l'emailing et d'une bonne réception de vos utilisateurs. Petit retour sur la segmentation avec quelques images. Je parlais de segments par rapport aux langues. Vous pouvez voir ici que du coup, j'ai créé un segment qui s'appelle Language French. Je parle très bien anglais. Et du coup, j'ai choisi une contact property qui s'appelle Language. Et du coup, j'ai décidé de mettre mon audience dès lors qu'elle a sélectionné French, FR ou français. Et du coup, à partir de là, j'aurai directement mon segment et je pourrai envoyer un email en français aux personnes dont la langue est le français. C'est assez évident, mais du coup, voilà, c'est un exemple concret qui permet d'avoir vraiment une idée de la création de segments. Et l'avantage aussi, lorsqu'on crée les segments, c'est qu'on peut faire des calculs sur une liste de contacts. Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur une des listes de contacts où j'ai utilisé mon segment précédent et on peut voir que j'ai 28% de ma liste qui parle français. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ce segment puisqu'il n'est pas nul. Et du coup, je vais pouvoir me lancer dans une création de campagne. Un autre exemple ici, un peu plus complexe du coup, j'ai des personnes... Alors attendez, c'est tout petit sur mon écran. Comment ça se fait que c'est tout petit ? J'espère que c'est pas trop petit pour vous. Je vais aller vite fait zoomer moi de mon côté. Du coup, oui, on a la langue qui est anglais. La personne aime le vert. Et du coup, on va essayer d'engager, puisque du coup, ils sont déjà engagés, puisqu'ils ont cliqué et ouvert le mail les 30 derniers jours. Donc là, on va créer un segment sur les personnes qui sont déjà engagées dans mes campagnes précédentes. Et du coup, on va essayer de continuer à les engager. On a juste rajouté 2 critères qui nous permettent vraiment, encore une fois, de cibler plus précisément notre audience.
Je voulais aussi vous montrer notre nouvel outil, l'assistant de Mailjet, qui vous permet de créer directement des segments en utilisant le langage naturel. Comme vous pouvez voir sur la droite, donc on a un panel qui permet de demander le segment dont vous avez besoin. Donc moi aujourd'hui, j'avais demandé que mes utilisateurs habitent à Nice, à Toulouse, à Nantes, à Marseille et à Rouen. Et du coup qu'ils aient cliqué dans un mail, je sais plus comment je l'avais écrit, qu'ils ont cliqué récemment dans mes campagnes. Et du coup, comme vous pouvez le voir, l'assistant a créé directement pour moi le segment que j'ai pu appliquer en cliquant sur appliquer. Et hop, c'est magique. Tout était déjà créé côté segment. J'ai juste eu à sauvegarder et j'ai pu faire ma segmentation rapidement comme j'avais envie. Donc voilà. Avant de passer à la deuxième, à cette slide, un rappel, on va répondre à vos questions lors de la session questions-réponses, donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de vous ignorer. Tout ça sera adressé en fin de webinaire. Merci. Tout à fait. Deuxième point, enfin troisième, puisqu'il y avait la personnalisation, l'automatisation. L'automatisation, ça va être, en fait, ça va vous permettre d'envoyer des messages personnalisés et opportuns à un public sans avoir à les gérer manuellement. Du coup, je mets juste une petite, parce que je sais que c'est une question qui va être demandée quand je vais vous montrer, quand je vais vous faire la démo. L'automatisation est disponible pour les abonnements premium 15K et au-dessus. Et à l'heure actuelle, on va avoir des fonctionnalités qui sont encore en bêta. C'est-à-dire que si jamais ça vous intéresse, contactez-nous, on vous donnera l'accès, mais elles seront disponibles plus tard, notamment pour le Nouvel An. Ce sera le petit cadeau de Noël un petit peu plus tard. Mais voilà, du coup, je prévois déjà les possibles futures questions. Mais du coup, voilà, revenons sur l'automatisation. Ça va vraiment vous permettre d'engager automatiquement vos clients. Alors évidemment, il y a de la configuration à faire au début, mais derrière, vous pourrez suivre exactement tout ce qui se passe dans votre flow. Et ça vous permet là aussi de cibler et de personnaliser chaque message de votre audience. Et ça va vous permettre également d'optimiser les ouvertures, les clics et donc vos résultats globalement. Donc, si on reprend un petit exemple, on dispose à l'heure actuelle de plusieurs templates, donc des modèles qui vont vous permettre de créer des automatisations si jamais vous n'avez jamais fait ça. Voilà, on vous propose des modèles, mais l'interface en elle-même se présente comme si. C'est une interface qui est assez intuitive puisqu'elle est en drag and drop. Vous avez tous les éléments que vous pouvez déposer au milieu de votre flow qui sont sur la droite. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un bloc, vous allez avoir le panel de gauche qui va vous permettre de configurer ce bloc-là. Donc là, par exemple, on a un bloc de bienvenue qui va du coup vous permettre de féliciter quelqu'un qui vous a rejoint. Donc là, j'ai fait un petit exemple un peu plus gros que juste un email, j'ai rajouté aussi un petit bloc timer qui dit au bout de 5 minutes, tu renvoies un mail. Bon, là, on est un peu intrusif, faut l'avouer, mais voilà, c'était pour l'exemple. Oui, les automatisations démarrent toujours avec un bloc de démarrage, le start que vous voyez en haut, et se finissent toujours par un bloc exit, donc du coup un bloc de sortie que vous voyez en bas. On va avoir la possibilité, si on reprend mon exemple de segmentation tout à l'heure avec le langage français, on va avoir possibilité ici aussi de faire différentes conditions et d'envoyer des emails en fonction du langage. Donc là, vous pouvez voir un début d'exemple dans lequel en fait on segmente justement, on envoie un email par segment et l'email sera en français pour l'audience qui parlera français, en espagnol pour l'espagnol, etc., etc. Jusqu'à sur votre droite, du coup, on va dire la condition par défaut qui sera si jamais un de mes contacts ne correspond à aucun segment, et du coup, on aura la condition par défaut qui va se déclencher.
On a, alors, c'est la même. J'ai publié mon automatisation, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai finalisé l'ensemble de la configuration, que je suis satisfait de mon automatisation, je vais ce qu'on appelle la publier. Et en fait, vous pouvez voir une petite différence, c'est que maintenant on a en haut à droite des données qui s'affichent. Et en fait, une fois qu'elle est publiée, elle va donc démarrer et faire rentrer les utilisateurs dans le flow et les faire sortir, évidemment. Mais du coup, vous pourrez suivre en temps réel l'utilisation, on va dire, du workflow. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a 7 personnes qui sont entrées dans mon workflow. Il y en a 7 qui l'ont quitté. On n'en a pas qui sont sortis tôt parce que du coup, j'ai pas plusieurs conditions. Mais voilà, du coup, vous avez moyen de suivre plus facilement tous vos workflows juste en les publiant et en regardant ces données-là. Petite note aussi, on a les statistiques, je commence à teaser, qui arriveront en courant d'année prochaine, où on aura vraiment une page qui vous permettra de suivre l'entièreté de vos workflows. Pour l'instant, il faut aller sur chaque workflow. Nouveauté aussi, vraiment nouveauté, puisque ça a été release cette semaine en bêta encore une fois. Donc encore une fois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On a la possibilité d'ajouter des webbooks. Les webbooks, qu'est-ce que c'est? Imaginez que vous avez un scénario d'abandon card. Vous voulez que la personne continue son achat. Vous allez pouvoir avec un tiers. Par exemple, si je prends un exemple concret avec j'ai une boutique Shopify, du coup j'ai un petit commerce, je veux acheter des chaussures. Enfin, un de mes utilisateurs veut acheter des chaussures, il l'a mis dans son panier et il a arrêté. On va pouvoir maintenant avec les webbooks notifier Mailjet d'un événement. Donc là, j'ai pris évidemment les chaussures, pas par chance, par hasard, puisque c'est ma démo. Dans le petit bloc de démarrage, du coup, vous pouvez voir dans le panel de gauche que j'ai créé un événement. Il a commencé à acheter des chaussures. Et là, vous avez du coup le code qu'il y a à mettre côté Shopify pour qu'on reçoive l'événement lorsqu'un utilisateur a commencé l'achat de chaussures. Et du coup, hop, il va rentrer dans votre flow. À la suite de ça, on a un deuxième bloc, donc un bloc d'événements, où on va lui dire, quand la personne a acheté des chaussures, il vaudra du coup que Shopify m'envoie cet événement-là. Donc pareil, vous allez copier le code dans Shopify. Et lorsque la personne va finir son panier, on recevra l'événement et on déclenchera, donc ça c'est le flow, on va dire, vertical que vous voyez, on déclenchera l'envoi d'un email et la personne sortira de l'email, sortira de l'automatisation, pardon. Mais ce qu'on a besoin, c'est les personnes qui abandonnent. Et du coup, vous pouvez voir la configuration en bas à gauche. Là, on a souhaité qu'au bout de 30 jours, c'est peut-être un peu long, on peut évidemment raccourcir, mais au bout de 30 jours, là, dans mon exemple, si la personne n'a toujours pas acheté ses chaussures, on va lui envoyer un email de relance et cette personne-là, dans mon exemple, quittera le flow. Mais on peut très bien lui dire qu'il a le droit de re-rentrer dans le flow si jamais il décide de l'acheter. Donc voilà, on va avoir beaucoup plus de personnalisation dans les automatisations qu'avant et on va vraiment pouvoir toucher, vous allez vraiment pouvoir toucher votre audience en fonction de leur comportement. Une question rapide avant qu'on passe au MCP et à la démo. Il y a quelqu'un qui demande si justement la connexion entre Shopify et Mailjet, les automatisations de Mailjet ou PrestaShop, demande une intégration. Alors non, pas forcément, puisque là, on va utiliser des webbooks. Donc les webbooks, en fait, ça va être un call, un appel API qu'on va faire. Non, alors, je suis pas pro de Shopify, PrestaShop, etc. Mais normalement, quand vous avez des événements, derrière, vous pouvez directement copier-coller ce que je vous montrais avant, c'est-à-dire le petit bout de code là que vous avez dans l'encart noir et du coup ça se fera automatiquement dès que l'événement sera déclenché côté Shopify, PrestaShop ou n'importe quel outil. Il n'y a pas vraiment de besoin d'intégration à proprement parler. J'enchaîne sur l'arme secrète. J'aime beaucoup ce titre. Le MCP, puisque ça veut dire modèle contexte protocole. Mais qu'est-ce que c'est
On va le faire simplement. C'est un moyen de communiquer entre les machines. Vous savez que l'intelligence artificielle explose partout. Du coup, on a en fait, lorsque vous allez sur ChatGPT, Claude ou etc., que vous demandez des informations, vous savez qu'elles sont stoppées à un instant donné. Donc, vous n'avez pas les données en temps réel, puisqu'il faut que les serveurs soient updatés, qu'on leur donne les informations, etc. Donc, généralement, on a quand même un décalage qui peut être encore plus conséquent si jamais vous avez des plans gratuits, etc. Mais alors c'est pas c'est l'entièreté d'Internet a développé un protocole qui s'appelle le MCP et qui permet aux machines de communiquer entre elles. Et nous avons développé le MCP de Mailjet qui vous permet en fait d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc à l'heure actuelle, Claude, c'est pas encore disponible sur ChatGPT, mais qui va permettre de récupérer les informations importantes de votre compte et vous allez pouvoir lui poser des questions sur ce qui se passe sur votre compte, sur vos campagnes, et voilà, il va vous analyser en fait les données de votre compte pour pouvoir vous donner des réponses à vos questions, ou même pour pouvoir aussi vous faire des présentations, comme je vais vous montrer maintenant, si j'arrive à partager mon écran. Mais ça y est. Hop. Voilà. Normalement, vous voyez maintenant mon écran. Donc, on peut poser une question à Claude qui va vous générer un report de performance. Donc, comment on a fait ça? On a téléchargé Claude. On a ensuite été sur le repo GitHub de Mailjet. On a une petite manip à faire qui permet en fait de synchroniser le Claude à ce qu'on appelle notre MCP, du coup, de Mailjet. Et derrière, désolé, c'est en anglais, mais j'ai pas pris le temps de refaire toute la démo. Mais du coup, là, par exemple, on va demander à Claude de comparer la campagne qu'on vient d'envoyer avec celle d'avant, et notamment sur tout le taux de délivrabilité. Et c'est du coup la réponse qu'il vous fait là. Donc, il compare la campagne 1 à la campagne 2 et on voit qu'on a un taux de délivrabilité qui est différent. Il a mis en perspective les infos majeures. On va aussi pouvoir lui demander sur les 30 derniers jours qu'est-ce qui a été mieux, qu'est-ce que je peux augmenter, qu'est-ce que je peux améliorer. Il va vous proposer du coup des choses. Alors, je vais faire un petit stop. Vous voyez ici qu'en fait, du coup, on vous met les infos sur ce que contacte Claude. Et vous pouvez voir que du coup, c'est Mailjet, c'est des calls API qui sont publics, que du coup, vous pouvez faire si vous êtes développeur directement. Mais là, en fait, ça va vous permettre d'avoir ces infos-là sans vraiment savoir comment mettre en place un call API, comment faire un call API à Mailjet, etc. Donc, du coup, il va vous donner toutes les informations dont vous auriez besoin, qui sont en corrélation avec votre compte. Et notamment aussi, ce qui peut être sympathique, le fait de pouvoir tourner ces données-là en une slide, en presque un claquement de doigts, puisque là, par exemple, on demande des slides pour présenter au leadership. On peut le publier et ensuite, une fois qu'on a le lien, on peut directement montrer ça à nos leaders. Désolée, je suis allée un peu vite. Mais du coup, voilà, on a vraiment une possibilité maintenant, je dirais pas infinie, mais en tout cas énorme, qui s'offre à nous, puisque avec du langage natif, on va pouvoir aussi interroger des API qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et Claude ou ChatGPT dans le futur pourront aussi vous donner plus d'informations sur votre engagement, vos campagnes, des idées potentielles d'amélioration. Après, encore une fois, je pense que c'est à prendre avec des pincettes, qu'il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais ça peut être un bon départ pour vous donner des idées ou pour du coup aller plus loin dans vos démarches. Exactement. L'humain reste au cœur, même s'il y a Exactement. été l'œuvre, l'humain reste au cœur de la stratégie. J'ai beaucoup aimé ce qu'une de mes collègues a dit, c'est que c'est vraiment un copilote. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est pas du tout. Ça remplacera jamais l'humain, en tout cas pour l'instant, et j'espère que ça le remplacera jamais. Mais voilà, c'est un copilote qui peut faire gagner du temps. Exactement. Dernier point de notre présentation, donc
comment va se dérouler votre premier trimestre, quelques suggestions pour la préparation, la planification de votre premier trimestre 2026 à partir de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, dans un premier temps, évidemment, passez en revue ce que vous avez fait en 2025. Identifiez ce qui a marché. Les campagnes qui ont généré un bon taux d'ouverture, encore une fois, en fonction de ce que vous avez déterminé comme étant un bon taux d'ouverture, ça signifie peut-être que la marque ou le nom d'expéditeur a bien été identifié côté destinataire sur cette campagne-là. Ça peut aussi vouloir dire que vos objets d'email ont été efficaces, ont été suffisamment attractifs pour que la personne clique dans votre email et l'ouvre. En conséquence, un bon taux de clic signifie que normalement votre CTA, donc votre appel à l'action, est optimisé, qu'il a les bonnes couleurs, que le message est impactant, qu'il est bien positionné, c'est-à-dire que les lecteurs n'ont pas à scroller jusqu'en bas pour le trouver, ce qui peut être un problème justement en termes de conversion. Idem, ça peut être lié aussi à un bon copywriting, donc non seulement le contenu même du bouton, mais aussi le contenu de l'email en lui-même, donc le corps de texte, les images qui ont accompagné, étaient efficaces. Enfin, fort taux de conversion, donc ça, encore une fois, c'est le cœur de votre activité. Ça peut signifier que vos offres étaient bien optimisées, qu'elles étaient suffisamment alléchantes ou en tout cas suffisamment bien ciblées pour que le public y réagisse et donc achète ou s'inscrive ou convertisse en tout cas. Idem, ça peut vouloir dire que la navigation de l'email vers votre site est fluide, donc il y a une cohérence entre les deux plateformes et que il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'effet d'entonnoir entre le passage de l'email à vos pages. Donc voilà pour un premier point, identifier ce qui a marché. Dans un deuxième temps, préparez vos listes, comme toujours. Je crois que c'est depuis qu'on fait cette série de webinaires, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où on n'a pas parlé de l'importance des listes de contacts. Donc, nettoyez vos listes via des systèmes de validation des listes comme peut le proposer Mailjet, via des campagnes de réengagement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des campagnes de caducité. Donc, à l'inverse des campagnes de réengagement, les campagnes de caducité demandent aux contacts inactifs s'ils veulent vraiment rester sur cette liste de contacts. S'ils répondent oui à la question, eh bien, ils peuvent tout simplement aller, ils restent dans vos listes. S'ils ne répondent pas, s'ils disent non ou s'ils ne répondent pas, car l'absence de réponse n'équivaut pas à un consentement, supprimez-les de vos listes. Vous risquez, il y a des chances pour que de cette manière, vous coupiez d'une part importante de votre liste de contacts existantes, mais cette liste n'était déjà plus engagée. Donc, finalement, vous ne perdez plus grand-chose. Et par ailleurs, la segmentation, donc comme Marion l'a largement développé tout à l'heure, elle va devenir de plus en plus fine pour mieux cibler les personnes et donc convertir davantage, pour mieux aussi envoyer auprès des personnes engagées. C'est-à-dire que vous allez peut-être potentiellement envoyer davantage d'emails aux personnes qui ouvrent systématiquement vos newsletters, vos offres, vos emails en général, qu'aux personnes qui ne le font pas. Donc, c'est aussi une façon de segmenter et de faire croître votre stratégie. Et enfin, donc, comme l'a abordé Marion, l'importance de la connexion entre vos outils d'emailing et votre CRM pour qu'il y ait une fluidité, déjà que vous récupériez toutes les données dont vous avez besoin, tant côté CRM que côté Mailjet ou plateforme d'emailing, et surtout pour que vous continuiez à enrichir justement ces segments avec les comportements, avec les données démographiques qui peuvent changer, etc. Et le MCP, Marion l'a déjà abordé juste à l'instant. Dernière slide ici. Après avoir identifié ce qui fonctionnait, après avoir nettoyé vos listes, il est temps d'accélérer votre design d'emailing. Donc, commencez avec un modèle de base standard. Et par modèle de base, ça peut être une structure en 3 colonnes, extrêmement compliquée, mais quelque chose qui va rester d'email en email pour que justement, en ouvrant l'email, les destinataires comprennent qu'ils ont affaire à votre marque. Donc, une structure fixe pour vos emails réguliers, donc vos newsletters, vos emails d'offres, pas forcément vos emails transactionnels parce qu'on est dans quelque chose d'autre, mais en tout cas, dans vos emails marketing génériques, il faut que la structure soit la même. Vous pouvez par ailleurs utiliser des éléments communs qui vont sauter aux yeux des lecteurs, qui comprendront qu'ils ont affaire d'une part à votre marque, mais surtout à des emails marketing qui émanent de votre marque. Et donc, l'IA
pour une accélération, pour une adaptation plus rapide. On a parlé de l'IA côté destinataire, parlons maintenant de l'IA côté expéditeur. Utilisez notre kit de marque qui va absorber votre identité de marque sur votre site et la traduire dans vos templates, dans vos modèles d'email, donc à savoir reprendre vos logos, reprendre vos couleurs, reprendre vos polices. Comme ça, on crée cette cohérence, cette fluidité entre le support email et votre site web. Et si jamais vous êtes face à une page blanche et vous ne savez pas quoi mettre dans votre email, n'hésitez pas aussi à faire appel à des outils de génération de contenu par IA, notamment ceux qui sont aussi intégrés dans l'éditeur d'email de Mailjet pour simplifier le processus de développement d'emailing et donc accélérer votre stratégie. Faire en sorte que vous puissiez produire davantage d'emails, des emails plus ciblés, plus segmentés, plus rapidement. Parce que évidemment, la segmentation fine, elle était possible dès lors que les statistiques d'emailing existaient, mais elle était surtout très compliquée à mettre en place manuellement, dans la mesure où ça voulait dire déjà identifier les différents segments fins, intersectionnels, on va dire, des différents contacts, et à chaque fois préparer un email spécifique pour chacun de ces segments fins. Donc là, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite. La session touche à sa fin, donc je propose que l'on rentre dans la phase de questions-réponses et j'ai l'impression qu'on a reçu beaucoup de questions. Donc, allons faire un tour. Donc, on a des questions en lien avec l'emailing en général. Par exemple, celle de Caroline qui demande ce qui cause le blocage des emails. C'est beaucoup de raisons. Ça peut être soit le fait que la plus commune, c'est évidemment que l'adresse en question n'existe plus, soit parce que l'utilisateur l'a désactivé, soit si vous travaillez dans le B2B, que le poste, que la personne ne travaille plus dans cette entreprise, tout simplement. Donc, oui, les blocages sont dus à de nombreuses choses. Une autre question en lien avec l'envoi d'email, puisqu'on a parlé d'optimisation de l'heure, etc. Le bonjour et la bonne heure d'envoi d'email, c'est pas une science infuse. On a un article que je vais partager dans le chat d'ailleurs, où on donne de grandes lignes directrices par rapport à ça, à savoir pour le B2B, envoyé sur les heures de travail et donc généralement dans les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, mais plutôt du mardi au jeudi, parce que le lundi, les gens reprennent le travail après le week-end, le vendredi, ils sont déjà dans le week-end, donc les périodes les plus propices pour l'envoi d'emailing B2B, c'est du mardi au jeudi sur les heures de travail. Inversement, pour le B2C, c'est quand les gens sont pas au travail, donc sur les pauses déjeuner, après le travail, après la débauche, donc à partir des 18h et les week-ends. Mais encore une fois, le mieux, c'est évidemment de tester de votre côté pour vous assurer que vous ciblez correctement vos contacts. Peut-être une question pour toi. Peut-on personnaliser un mail que nous envoyons à tous les clients, c'est-à-dire mettre leur nom, prénom, mais le mail est toujours le même. Bonjour Madame Dupont. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Du coup, justement, l'idée de la personnalisation, c'est qu'on va avoir des variables à l'intérieur du mail. Donc, quand on le design dans l'éditeur, on va toujours avoir bonjour. Alors, madame ou monsieur, du coup, ça va dépendre aussi de la personnalisation, justement. Mais pour le Dupont, en fait, on va avoir une variable qui va être remplacée par votre propriété de contact. Donc, du coup, si le nom, c'est Dupont, lors de l'envoi du mail à l'adresse mail précise, on va remplacer la variable par la propriété de contact qui correspond à cet email. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais normalement, c'est ce que j'en ai compris en tout cas. J'ai vu plusieurs questions autour du bêta-test, justement. Comment est-ce que les gens, donc tu as dit à plusieurs reprises qu'ils pouvaient nous contacter pour intégrer les bêta-tests. Est-ce qu'on a une page pour ça ou il faut ouvrir un ticket? Comment ça se passe? Support, vous pouvez contacter le support. Je crois qu'on est en cours ou qu'on a sorti récemment une landing page justement, mais vu que je suis pas sûre de ça, je vous dirais plutôt de contacter le support d'abord. Et quand on aura la landing page de prête, on la mettra dans notre site marketing, comme ça, ça permettra à tout le monde de pouvoir
justement, on voulait aller plus loin et faire une automatisation avec la landing page pour directement mettre la propriété dès que vous vous inscrivez. Mais voilà, petit teasing. Il y a une question de Annelise sur si nous allons bientôt proposer une intégration avec Canva. On n'en propose pas actuellement. J'aime trop faire des teasings en vrai. Voilà, mais je vais te laisser le faire alors. On n'en propose pas actuellement, mais c'est en cours de développement et on espère que on va dire en début du second trimestre, on aura une intégration qui sera assez conséquente. Ce sera pas juste de la gestion d'images. Donc oui, on est à l'heure actuelle en cours de développement d'une intégration et on travaille avec Canva sur ça justement. Question statistique, enfin plutôt liste de contacts. Quelle procédure pour extraire d'une liste de contacts les mails non ouverts ou non cliqués pour envoyer un rappel? Dans les statistiques de Mailjet notamment, vous avez accès à l'ensemble. Enfin, ça peut être téléchargé soit en format Excel, soit en CSV, il me semble. Mais vous pouvez accéder à l'intégralité des données d'envoi de la campagne en question. Et si c'est ouvert ou non, enfin, c'est du booléen encore une fois, donc ça va être vrai ou faux. S'il y a eu ouverture, ça sera marqué en vrai, sinon ça sera marqué en faux. Et donc à partir de là, vous pouvez sélectionner tous les faux et créer une liste séparée à partir de là. Je ne sais pas si c'est possible de les segmenter par contre directement. Est-ce qu'on a la fonctionnalité n'a pas ouvert ou n'a pas cliqué dans la segmentation? Donc c'est possible. Très bien. Beaucoup de questions. Alors, une question, un classique. Pourquoi, quand un mail se désabonne d'une liste, il ne se désabonne pas de toutes les listes? Parce que vous avez envoyé sur une liste spécifique. Et donc, oui, effectivement, si cette adresse peut être sur une multitude de listes, a fortiori si vous créez des sous-listes, par exemple comme dans le cas précédent où vous créez une liste à partir de toutes les personnes qui n'ont pas ouvert, cette personne va pouvoir se désabonner d'une liste en question, mais restera sur les autres. Donc, si on doit désabonner une personne d'absolument toutes les listes, est-ce qu'on a un moyen aujourd'hui dans Mailjet? On a l'exclusion list, donc oui. D'accord. On peut exclure en utilisant la fonctionnalité d'exclusion. Normalement, ça exclura de toutes les contact listes. Mais ça veut dire que même lorsque vous le réajouterez dans une autre liste de contacts, il sera exclu des envois. Donc vous le verrez toujours apparaître dans votre contact list, mais il y aura aucun email qui sera envoyé. Très bien. Je regarde un petit peu, excuse-moi, je fais le tour dans les différentes questions. Allez, une dernière question en lien avec les listes. J'aimerais automatiser un fichier Excel CRM pour qu'il reste à jour avec les nouvelles ouvertures et clics sans avoir à les mettre à jour manuellement. Est-ce que c'est possible à partir d'un CSV? Je processe. La question vient de disparaître, mince. Pardon, je peux la repartager. Pour qu'il reste à jour. Alors, automatiser un fichier Excel, non. Ce qu'on va pouvoir faire à l'heure actuelle, c'est télécharger un nouveau et du coup remettre dans l'ancien. Mais oui, non, on n'a pas possibilité de faire de l'automatisation de fichiers CSV. Là, j'en vois pas. Très bien. Dernière question de Marie-Lou, qui demandait quelle est la différence entre une campagne d'emailing et une newsletter. Une newsletter, fondamentalement, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez envoyer un email de vous en tant qu'émetteur à une multitude de personnes, donc ce qu'on appelle un email marketing. Généralement, les newsletters vont plus avoir une portée informationnelle, là où une campagne d'emailing peut être promotionnelle avec des réductions, ce genre de choses, mais fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence. Et donc, merci pour votre attention. J'espère qu'on a répondu aux questions que vous aviez et qu'on a été suffisamment exhaustif. La prochaine session de l'Email Academy, on a déjà la date. Elle aura lieu l'an prochain, donc le 27 janvier, le mardi 27 janvier 2026, et on parlera
des tendances de l'emailing pour 2026. Donc, tenez-vous prêts parce que on va réaborder certains points qui ont été effleurés aujourd'hui, mais en allant plus dans le détail. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin d'année à vous. Bonne fin d'année, bonne fête.